Donc, du coup, pour commencer, je vais d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Suzanne Juani, je suis la co-directrice du Parc du Verdon. Donc, ce soir, on est à notre quatrième séance de conférence en ligne. Donc, je vais juste vous rappeler, comme d'habitude, comment ça fonctionne. Et puis surtout, à quoi sert la fabrique du parc et à quoi vont servir les propositions et les idées que vous allez pouvoir partager avec nous, notamment samedi dans le cadre des ateliers. Après, je vous présenterai les intervenants de ce soir et puis on les écoutera et on se retrouvera en fin de séance après les interventions, juste pour bien s'organiser pour samedi qui sera notre dernière. Voilà, donc juste quelques conseils pour démarrer. Pour maintenant, je pense que vous commencez tous à être des pros de la, de la visioconférence, mais on ne sait jamais. Donc, vous avez quelques petites fonctions qui vous aideront à mieux gérer la soirée. Tout en haut à droite de l'écran, vous avez la possibilité de choisir le mode d'affichage que vous souhaitez. Donc, en général, quand on est ce soir en mode intervenant, intervention, c'est bien de choisir le mode intervenant. Comme ça, vous voyez la personne qui parle en grand. Mais par exemple, samedi, quand on sera en mode atelier, vous pourrez choisir d'avoir le mode galerie. Comme ça, vous verrez toutes les personnes qui sont autour de l'écran. On vous redemandera bien de faire attention à couper votre micro pendant les interventions, là, ce soir. Surtout quand vous ne parlez pas. Évidemment, les intervenants, non, ils ne coupent pas. Et puis, éventuellement, de couper votre vidéo si vous n'avez pas envie qu'on vous voit, puisque les interventions sont filmées de manière ensuite à être disponibles sur le site internet pour ceux qui n'ont pas pu se connecter ce soir. Donc, si vous ne voulez pas qu'on vous voit dans le film, pensez bien à couper votre caméra. Quant au micro, vous verrez s'il y a des bruits dans la maison, ça peut vite gêner tout le monde. Je sais pas, le chat qui réclame son lait ou je ne sais quoi, les enfants qui ont faim. On se permettra éventuellement de le couper pour vous. Pas du tout dans l'objectif de vous couper la parole, mais juste de faire attention que ça ne gêne pas les autres. Et puis, Timothée l'a rappelé, tout en bas, vous avez la possibilité dans la petite bulle là, qui s'appelle Converser, de poser vos questions pendant les interventions, par exemple, par écrit. Et comme ça, à la fin de chaque intervention, nous, on pourra relayer aux intervenants vos questions. Et éventuellement, si on n'a pas trop débordé au niveau du temps, peut-être aussi, vous pourrez les poser en direct oralement. Donc, l'idée ce soir, c'est de ne pas rentrer dans le débat, hein, c'est vraiment de pouvoir poser des questions pour mieux comprendre, faire préciser un certain nombre de choses. Le débat, ça sera samedi. Mais je vais y venir. Donc, les intervenants ce soir, il y aura Dominique Imburgia qui travaille au Parc du Verdon sur les questions de changement climatique et d'énergie. Ensuite, on aura Antoine Nico qui coordonne au niveau régional le GREC Sud, qui est une organisation d'experts liés au climat. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, Georges Olivari, qui est directeur de la Maison régionale de l'eau à Barjol. Tous les deux sont membres du conseil scientifique du parc. Et je représenterai un peu mieux leur présentation tout à l'heure. Donc, pour rapidement vous rappeler l'objectif et la raison de cette séance collective. Donc, vous savez qu'au niveau du parc, on est en train de réviser notre charte. Cette charte, en fait, c'est la feuille de route du parc qui contient les objectifs que les élus vont valider pour le territoire pour les 15 prochaines années. Cette charte, en fait, elle est valable pour un nombre d'années limité. Donc, quand on arrive au bout de la validité de la charte, il faut l'actualiser, faire un bilan un peu de ce qui a évolué sur le territoire et se refixer de nouveaux objectifs en tenant compte des nouveaux besoins. Donc, ce travail de bilan sur ce qui a évolué sur le territoire, évidemment, on l'a fait avec un certain nombre de techniciens. On a utilisé les statistiques de l'INSEE, plein d'études, plein de données. Mais on avait vraiment envie de compléter ce regard un peu technique avec le regard des habitants, des personnes qui vivent et qui utilisent le territoire à l'année. Et donc, que vous puissiez aussi enrichir nos travaux avec ce regard d'habitants et d'utilisateurs du territoire. Donc, quand je dis habitants, c'est les habitants, évidemment, qui vivent sur le territoire du Verdon depuis très longtemps, depuis peu, mais aussi peut-être éventuellement simplement des amoureux du Verdon qui n'y habitent pas, mais qui ont quelque chose à nous dire. Ça veut dire aussi que quand on dit les acteurs, c'est tout le monde. Ça veut dire que ce n'est pas forcément que les élus. Ça peut être des associations, des acteurs économiques. Tout le monde a tout à fait la possibilité de s'exprimer.
Sauf que quand on est en débat citoyen, chacun oublie un peu sa casquette. On nous faisait la réflexion la semaine dernière, il n'y a pas d'élus. Si, en fait, il y a des élus, mais quand on est en débat citoyen, on ne vient pas avec sa casquette d'élu. Donc, voilà, tout le monde a la même légitimité à s'exprimer. Et le seul point important, c'est simplement de se dire que ça se passe dans le respect des opinions des autres et dans l'écoute. Et voilà, qu'on essaie de pas monopoliser la parole pour laisser tout le monde s'exprimer. Donc évidemment, quand on parle d'habitants d'un territoire, il faut aussi définir de quel territoire on parle. Donc on parle bien du territoire du parc actuel, qui sont les 46 communes en vert foncé sur la carte, qui sont actuellement classées dans le parc du Verdon, mais aussi des communes en vert clair que nous avons, à qui nous avons demandé de nous rejoindre dans le cadre de la révision de la charte, c'est-à-dire ce sont des communes qui potentiellement pourraient être dans le parc en 2023 quand on leur demandera de se positionner. Donc en fait, voilà, les deux couleurs que vous voyez sur la carte, ça sera le maximum de l'emprise du futur parc une fois que les communes se seront positionnées. Donc rapidement, pour terminer, vous le savez, on avait prévu au début de faire ces séances de débat citoyen avec le partenariat avec le cinéma de pays. On devait faire des samedis avec des projections de films, un goûter, et puis avoir des ateliers certainement très conviviaux pour échanger. Bon, vu la situation sanitaire, on a reporté une fois, deux fois, et puis on a fini par se dire que voilà, soit on faisait rien, soit on faisait quelque chose sur Internet. Donc, on a tenté cette expérience et puis, voilà, c'est différent, mais ça apporte quand même, ça a quand même un intérêt. Donc, vous l'avez compris, mais maintenant, c'est la dernière semaine. On a choisi 4 sujets et à chaque fois, on a une conférence le mercredi, donc plutôt avec un objectif d'apport de connaissances, d'apport d'informations. Et puis ensuite, le samedi, un temps plutôt en atelier, où là, c'est vous qui allez parler. Là, ce soir, vous êtes plus en mode écoute. Samedi, vous serez plus en mode proposition. Et c'est vous qui nous direz un peu, voilà, qui nous donnerez vos idées, vos propositions sur le thème. Je le rappelle juste, pour samedi, ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez vous inscrire sur les ateliers. Et je vais vous redire le nom des ateliers pour samedi. Donc vous vous en souvenez, on a fait un premier thème sur la gestion des biens communs. Un deuxième thème qui était sur la question de vivre à l'année dans le Verdon. La semaine dernière, on s'est intéressé au tourisme, à comment le tourisme allait évoluer. Et donc, on termine ce cycle de débats citoyens sur la question du changement climatique. Voilà, donc les interventions de ce soir sont filmées, je le redis. Donc, vous pourrez les retrouver à partir de demain sur le site internet du parc pour ceux qui veulent les re-regarder ou qui en auraient raté un bout. Et voilà, donc moi je crois que j'ai terminé. Je vais passer la main aux intervenants. Le temps qu'ils se préparent. Alors, il y a quelqu'un qui a laissé son micro. Je vais peut-être désactiver le son comme ça au moins. Voilà. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà, c'est bon. Donc, sauf si vous avez des questions sur le déroulé et l'organisation générale, je vais peut-être commencer à présenter le premier intervenant. Est-ce que quelqu'un a une question? Vous pouvez me faire signe ou Bon, ça va, alors j'avance. Donc, premier intervenant de ce soir, Dominique. Donc, Dominique, il est chargé de mission au parc. Il travaille sur toutes les questions liées à l'énergie, à la transition et aux questions climatiques. Et il va nous faire une petite introduction pour nous mettre un peu dans le bain en nous disant, voilà, en fait, Dominique, souvent, quand on parle de changement climatique, on a l'impression qu'au début, tout commence un peu par une histoire liée à l'énergie. Est-ce que tu peux nous redire un peu, nous retendre un peu le fil de l'histoire, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous et toutes. Donc, vous voyez la présentation d'ailleurs? Oui, oui. OK. Bon, très bien. Ouais. Dominique, par contre, on la voit en mode présentateur. Là. Ouais, pardon. Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est bon, hein? OK, oui. Ça va. Oui, alors cette question, effectivement, elle est particulière puisque on est quand même à l'origine des choses sur des questions liées à l'énergie.
Donc, je vais essayer de vous faire juste un petit rappel, un peu, voilà, repartir un peu des causes essentielles qui ont amené là où on en est aujourd'hui, à savoir voilà, une histoire d'énergie tout simplement, à l'origine aussi des questions climatiques qu'on peut vivre aujourd'hui. Donc, petit retour aux sources. Alors, au commencement, était le pouce préhenseur, curieusement. Alors, ce pouce, c'est particulier, puisqu'en fait, ce n'est pas si étrange que ça. Il était essentiel à notre évolution et associé à un cerveau, bien entendu. Mais il faut juste imaginer 2 secondes de répondre à un appel téléphonique dans la rue sans pouce pour avoir un peu une idée de ce que ça peut vite devenir comique, voire pathétique. Et que sans ça, finalement, on n'aurait pas eu toute la technologie qui est arrivée derrière et dans laquelle on baigne aujourd'hui. Ensuite, alors, deuxième coup de pouce, important dans l'histoire de l'humanité, ça a été vraiment le côté, voilà, le pétrole arrive, c'est plus que l'or noir, hein, comme on dit, c'est vraiment un élixir de vie dans l'économie. Parenthèse aussi, hein, c'est que voilà, pendant 300 ans, on a connu finalement l'ère du 100% énergie renouvelable, hein, auquel on aspire maintenant. C'était il y a 300 ans, 1 milliard d'êtres humains, 30 à 40 ans de vie, et puis bon, ce n'était pas la fête tous les jours, mais tout ça est relatif et ça nous éloigne du sujet. Donc la consommation d'énergie permise par le pétrole a été hyper importante, puisque quand on raisonne économie d'énergie, il faut réfléchir en fait machine, puisque derrière, voilà, entre l'ère du feu aujourd'hui, c'était une démultiplication hyper importante. Hein, jamais dans l'histoire on a connu un précédent comme ça. Et pour avoir une idée de ça, je vous mets juste un petit exemple. Voilà, comment produire aujourd'hui 1 kWh de travail finalement. En fait, c'est simple. Hein, donc voilà, soit vous pédalez 20 heures, soit on met 0,4 litre d'essence en face, et puis on s'aperçoit que finalement, voilà, ça coûte aussi beaucoup moins cher au passage, et que avec un rendement d'un facteur de 300 à peu près, quoi. Donc vous imaginez facteur 300 en termes de coût, enfin, c'est assez énorme. Il faut savoir qu'un agriculteur a à peu près démultiplié sa force par 600 hein, entre un agriculteur voilà, d'avant l'ère industrielle et maintenant, quoi. Donc tout ça à cause d'une raison essentielle, c'est que c'est la densité énergétique qu'on trouve dans le pétrole. Voilà, c'est vraiment la chose qui a permis tout ça et qui fait qu'aujourd'hui, même si on compare avec une batterie moyenne, on va dire, voilà, le pétrole est quand même, vous voyez, nettement plus dense énergétiquement. Alors du coup, cette surconsommation à bon marché qu'on a eue nous a permis d'avoir ce qu'on appelle des esclaves énergétiques. Hein, c'est Jean Covici, que vous connaissez peut-être, qui reprend un peu cette notion-là, même s'il a été inventé par d'autres, et qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 400 esclaves consommés pour répondre à tous nos besoins quotidiens. Donc de se chauffer, à se déplacer ou encore voilà, illuminer votre sapin de Noël, c'est ça aujourd'hui qui est à notre service au quotidien. La consommation mondiale d'énergie, elle est effectivement hyper importante et elle est responsable des émissions mondiales de CO2, donc les énergies fossiles à hauteur de 70%, ce qui n'est pas rien. Et puis l'Agence internationale de l'énergie avait déjà attiré l'attention sur le fait que ça représente 80% des consommations d'énergie primaire et on est à peu près à 80% du déficit commercial de la France aujourd'hui. Donc ça pèse à tous les niveaux, y compris dans l'économie, bien entendu. Alors, du coup, forcément, on se retrouve complètement drogué à l'énergie. Voilà, donc une utilisation hyper intensive qui augmente du coup mécaniquement le niveau de gaz à effet de serre. Donc, qu'elle soit plus ou moins propre, la tendance est à l'augmentation. Elle a encore de beaux jours devant lui pour contribuer au changement climatique. Et on en a la preuve en images, comme vous voyez, depuis déjà un petit moment. Donc, c'est une constante, hélas. Alors, plus sérieusement, on peut se poser la question aussi de savoir, quand on parle d'énergie propre, est-ce qu'on ne devrait pas parler d'énergie plutôt moins sale et se demander si finalement une énergie plus propre, abondante est vraiment souhaitable aussi dans nos sociétés basées sur le consumérisme. Et tout ça, c'est une histoire de pic. Alors, vous connaissez l'histoire du pic pétrolier, hein, on en parle souvent. Celui du pétrole facile à extraire, il a été atteint en 2006. Hein, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui l'a reconnu enfin il y a quelques années. Et puis pour le pétrole dit non conventionnel, hein, donc les gaz de schiste, etc., qui ne sont pas rentables écologiquement, qui sont nuisibles au niveau des impacts paysagers et autres, voilà, mais ça reste du pétrole stratégique qui connaîtra pour l'instant pas encore le pic, mais ça ne saurait tarder. Et ça devient un sujet géopolitique avant tout, hein, voilà, pour l'autonomie de certains pays qui se sont lancés là-dedans. Donc il faut retenir que même les matières premières aujourd'hui, rares ou ordinaires, connaissent ce pic. Donc, jusqu'à présent, on les a gérés comme un revenu et pas comme un capital. Alors, c'est ce qu'il faudrait faire.
Et ce modèle qui est basé sur le tertiaire aujourd'hui, y compris avec le numérique, ses solutions hyper croissance 6, est très énergivore et matériovore. Il faut savoir aujourd'hui qu'on envisage d'aller chercher des matériaux dans l'espace, c'est dire où on en est. Pour paraphraser aussi, voilà, quand on regarde un module consumériste, notre modèle aujourd'hui, voilà, même si on a tous cette énergie abondante, finalement, ça ne va pas freiner la prédation des autres ressources, puisque qui dit énergie dit la possibilité d'aller chercher d'autres ressources. Et à partir de là, dans un modèle de notre type, de ce type, c'est un peu la fin des haricots si on continue. Donc, pour paraphraser un peu le chimiste Lavoisier, hein, qui disait rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Dans le modèle actuel, c'est plutôt tout est transformé avec beaucoup de pertes et en créant un maximum d'emmerdes. Donc voilà, je voulais parler de prédation aussi, puisqu'on a aussi le risque de tension qui est lié à ça. On l'a vu sur le pétrole. Donc voilà, et l'avenir nous dira si on préfère s'envoyer des missiles plutôt que des chauds doudous. Donc voilà, donc le débat reste ouvert. En même temps, pardon, vas-y. Oui. Pardon, vas-y. Non, mais je disais, c'est quand même assez anxiogène tout ça, Dominique. Ah oui, mais on va passer sur des choses moins anxiogènes. Et si on fait un peu le parallèle avec la Covid qu'on traverse en ce moment, est-ce que tu pourrais nous donner quelques lueurs d'espoir en nous proposant des gestes barrières contre les effets du changement climatique? Oui, bien sûr. Alors, la question du climat, ben, c'est vrai qu'on peut lutter. Et aujourd'hui, si on veut essayer de récupérer un peu cette évolution un peu à la dérive du système climatique, bon, c'est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, hein, vous l'avez compris avec le lien mécanique avec l'énergie. Et puis, on a deux types de stratégies qu'on peut mener. Donc, on peut faire aussi bien à l'échelle individuelle hein, qu'au niveau des territoires, donc à toutes les échelles. Donc aujourd'hui, ben, la solution, c'est déjà pour moins émettre de gaz à effet de serre, c'est de réduire à la source les consommations d'énergie, donc d'être plus sobre, plus efficace, des équipements plus performants, et de substituer aussi les énergies fossiles très émissives par des énergies renouvelables pardon, qui sont un peu moins. Et puis on peut aussi aller sur du piégeage du CO2, c'est un gros chapitre, on ne va pas forcément aller dans le détail, mais déjà avec les forêts, l'agriculture, on contribue à ce niveau-là à agir. Et puis sur les stratégies d'adaptation, on va essayer de rendre un peu les secteurs plus résilients par anticipation. Donc ça va être sur la gestion de l'eau, on va lutter contre l'érosion de la biodiversité, faciliter aussi un tourisme plus durable, et puis travailler notamment sur l'habitat pour l'adapter au confort d'été, et puis travailler sur les enjeux de santé publique. Et là, on est en pleine actualité aujourd'hui. Donc le mot résilience, hein, j'espère qu'il vous parle. Donc, c'est un mot qui est emprunté à la physique des matériaux, hein, en gros sur leur capacité à retrouver leur propriété initiale à la suite d'un choc. Et ça met en jeu la vulnérabilité justement à sa capacité de réagir aujourd'hui par rapport à tout ce qui nous arrive. Donc, voilà. Donc, on en parle aussi dans des approches liées à la transition de manière générale, sur tout ce qui va être, on va dire, voilà, en fait, l'amélioration un peu de tout ce qui tourne autour de nos besoins essentiels et fonctionnels, hein, donc à notre bien-être collectif. Donc voilà, l'alimentation, l'habitat et les besoins plus fonctionnels comme les déplacements, des circuits économiques, une énergie et puis une vie sociale et culturelle pour faire en sorte que tout ça se passe bien. Donc vous voyez, on a quand même un peu d'espoir d'agir. Et d'ailleurs, l'espoir, hein, c'est la dernière des choses qui meurt, hein, finalement, comme on dit dans un proverbe anglais, je crois. Donc voilà. Alors peut-être pour illustrer rapidement, en fait, si on veut travailler aujourd'hui sur différents sujets, ben, il y a d'abord sur la question voilà, de l'agriculture, qui est très liée aussi à la question de l'alimentation. On va améliorer la résilience des sols, par exemple, en travaillant, comme on dit, avec la nature. Voilà, ça c'est une première chose. On peut aussi développer les circuits courts, mieux faire connaître nos producteurs à travers des opérations comme des annuaires, par exemple, hein, tout simplement. Et puis, sur des questions essentielles aussi comme l'eau, on va essayer, par exemple, de restaurer les milieux, essayer de mener des actions de sensibilisation aux économies d'eau, comme on a pu le faire auprès des écoles et des communes. Et puis, si on s'intéresse aux questions plus liées à l'habitat, l'urbanisme, ben, ça va passer par la question de s'adapter au changement climatique, là encore en sensibilisant les publics sur comment gérer son habitat, le rénover avec des approches bioclimatiques, faire connaître, sensibiliser. Voilà, c'est vraiment une des clés aujourd'hui pour faire passer, on va dire, ces enjeux dans les comportements et puis dans le concret des réhabilitations, par exemple. Et puis au niveau des déplacements, donc sur les enjeux de mobilité, ben voilà, on est dans des ruralités où on a près de la moitié des actifs hein, qui travaillent en dehors de leur territoire, plus de la moitié en dehors de leur commune. Donc il faut, pour cela, essayer d'expérimenter. On peut créer des espaces de travail externalisés comme les tiers-lieux ou des solutions alternatives aussi à la voiture individuelle, notamment en s'appuyant sur les transports collectifs. Et puis, dans l'idée de se sevrer un peu progressivement
des énergies fossiles, on peut aussi monter des projets collectifs et citoyens pour mettre plus qu'un pied dans la porte de la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique. Et puis après, ça peut se faire aussi par des idées, on va dire, un peu plus originales. Des fois, ça peut paraître anecdotique, mais avec des portes d'entrée toutes simples comme la pollution lumineuse, on va s'apercevoir qu'on peut aussi agir sur les fronts de l'érosion de la biodiversité, des économies d'énergie et valoriser le patrimoine céleste qu'on a eu bien trop tendance à oublier ces dernières décennies. Voilà. Pour illustrer rapidement ces quelques exemples et sur ce qu'on… Voilà, donc c'est plutôt positif, j'espère, sur cette fin. Bon, ça nous redonne un petit peu d'espoir. Ça me rassure. Dominique, peut-être on va te proposer d'arrêter le partage, comme ça on va pouvoir voir nos participants et voir si on peut prendre une première série de questions ou de demandes de précision si besoin. Alors, on est dans les temps, pour l'instant, tout va bien. Voilà, il y avait une question pour l'annuaire du circuit court et donc Timothée a mis le lien dans le chat. D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez des demandes de précision ou des questions par rapport à ce que vient de présenter Dominique, en sachant que les interventions qui arrivent vont permettre d'approfondir certains aspects? Bon. Vous n'êtes pas abattu par l'histoire du pouce, ça va? Tout va bien? Vous faites pas plus? Il n'y a que le climat qui se réchauffe ce soir pour l'instant. Hein. Alors, on va passer la parole à Antoine. Donc, Antoine, le temps que tu puisses partager ta présentation, juste deux petits mots pour dire qui tu es à tout le monde. Donc, tu as rejoint notre conseil scientifique très récemment. Et sinon, tu coordonnes les travaux du groupe régional d'experts sur le climat de la région Sud. Et donc, on va te demander de nous dire, parce que c'est vrai que ton intervention, on l'a voulu pour cela, on entend tous beaucoup parler du changement climatique et des effets à l'échelle de la planète dans les médias, on entend beaucoup de choses, mais parfois on a l'impression que concrètement, nous, on n'est pas forcément concernés sur notre territoire, on ne voit pas exactement ce que ça va donner ici, quoi. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire, toi, un peu plus sur quels vont être les effets, là, sur le territoire du Verdon, de ce changement climatique? Oui, merci Suzanne. Donc oui, moi je vais être sur… on m'entend? J'ai bien mis mon micro? Oui. Moi je vais zoomer sur l'effet du changement climatique, les trajectoires du changement climatique. Donc je vais commencer à l'échelle globale sur quelques diapositives et montrer qu'un phénomène à l'échelle globale peut nous toucher jusque dans nos vies, en fait sur nos territoires et dans nos modes de vie. Donc ça ne sera pas forcément plus joyeux que Dominique. Mais voilà, ça va être un complément avec beaucoup de graphiques, malheureusement. Mais voilà. Alors, je commence à l'échelle globale. Donc là, sur la courbe qu'on voit, c'est l'augmentation de la température à l'échelle de la planète de 1880 à 2020. Et on voit une très forte augmentation de la température, surtout depuis les années 80 et 90. Antoine, excuse-moi, en fait, je pense que ça n'a pas, on est resté sur la diapo d'introduction. Ah oui? Oui. Ça ne se défile pas là? Non. Non. Bon, j'arrête le partage et je repartage. Ok. Oui, on recommence. Alors, vas-y voir si tu fais défiler. Là. Oui, cette fois-ci, c'est bon. C'est bon? Donc là, on a la courbe. Voilà la fameuse courbe. Donc là, on voit une courbe de température qui augmente depuis les années 1880. Donc là, on est vraiment à la fin de ce qu'on appellerait la période pré-industrielle. Et à la fin du 19e siècle, début du 20e, c'est le début de ce qu'on appelle la période industrielle, ce que disait Dominique, avec l'utilisation des énergies fossiles. Et donc là, depuis, on voit une forte augmentation, alors avec des paliers de temps en temps, mais de la température et une augmentation qui s'accélère depuis les années 80-90. On a battu un record en 2016 de température où on a atteint quasiment les 1,2 degrés. Alors là, ça dépasse les 1,2 degrés parce que ça, c'est les données de la NASA. Il y a pas mal de façons de mesurer la température sur Terre. Il y a beaucoup d'incertitudes. On peut estimer aujourd'hui qu'à peu près 2016, on est arrivé à 1,2 degré d'augmentation de la température planétaire par rapport à l'ère pré-industrielle. Ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est énorme à l'échelle de la planète.
Les causes, Dominique l'a bien dit, c'est les activités humaines de façon quasi certaine. Et notamment, en cause, c'est l'utilisation des énergies fossiles, mais aussi la déforestation. La déforestation qui aujourd'hui contribue à plus de 10%, voire entre 10 et 15% aux émissions de gaz à effet de serre. Alors, les conséquences de cette augmentation de la température à l'échelle de la planète, température, en fait, vraiment, ces caractéristiques, c'est qu'elles sont extrêmement rapides et qu'aujourd'hui, comment dire, en l'état de nos connaissances, on ne connaît pas dans les périodes géologiques précédentes, en tout cas depuis très, 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 très longtemps, une augmentation aussi rapide de la planète, de la température sur la planète. Alors, les conséquences de l'augmentation de ces températures, c'est la hausse des températures, mais qui sera inégalement répartie sur l'ensemble de la planète. Les continents se réchauffent plus vite que les surfaces océaniques. Les pôles se réchauffent encore plus vite. Et avec les pôles, il y a aussi les hautes montagnes. Il y aura aussi une modification du régime des précipitations. Les régions sèches ont tendance à être encore plus sèches et les régions humides encore plus humides. Une augmentation des événements extrêmes. Bon, on l'a vu cette année, c'est une année record pour ça, hein, que ce soit au niveau des cyclones et des ouragans dans l'Atlantique, où on a battu, même en intensité et en nombre, on a battu des records cette année. Je vous en parlerai tout à l'heure, on a vu Saint-Martin-de-Vésubie aussi. Autre phénomène aussi, c'est l'augmentation du niveau des mers et des océans, environ aujourd'hui 4 mm par an. Donc voilà, ça c'est à l'échelle globale. Vu ces constats, lors de la COP21 en 2015, c'était à Paris, tous les pays se sont réunis et se sont mis d'accord pour limiter le réchauffement de la planète, pour tout mettre en œuvre pour limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés. Mais il y avait aussi les tout petits pays insulaires qui étaient là à cette COP21 et ils sont quand même révoltés un peu. Ils ont dit non, nous à 2 degrés, nos pays vont disparaître. Donc on voudrait que tout soit fait pour qu'on limite le réchauffement de la planète à 1,5 degré. Donc, lors de la COP21, il a été demandé au GIEC, qui est le groupe d'experts sur le climat international, de faire un rapport et ils leur ont demandé est-ce que c'est possible aujourd'hui de limiter le réchauffement global à 1,5 ? Le rapport est sorti 3 ans après, en 2018. C'était un énorme travail. Et donc, une des conclusions, hein, le rapport est énorme, c'était que oui, il est possible de limiter, c'est pas impossible de limiter le réchauffement global à 1,5 degré, mais ça va demander des transitions sans précédent à tous les niveaux de la société. Et notamment, pour contenir ce réchauffement global à 1,5 degré, il faudra diminuer nos émissions de CO2, en tout cas d'équivalent CO2, de gaz à effet de serre, de 45% en 2030 par rapport à la concentration de gaz à effet de serre de 2010. Donc aujourd'hui, ça doit être à peu près de 55%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je suis désolé, là, il y a un petit graphique, j'ai laissé de l'anglais. J'ai fait le feignant. Donc là, si on voit les températures, donc là, on est ici. Donc pour les accords de Paris, s'était mis d'accord pour réduire la température à 1,5, sauf que les promesses qui ont été faites lors de ces accords de Paris nous emmènent tout droit vers à peu près 2,6 degrés d'augmentation de la température. Les politiques actuelles, malgré ces promesses, nous emmènent plutôt autour de 3 degrés. Donc voilà, on n'y est pas encore. Si on regarde cette courbe, c'est nos émissions. Ça veut dire que là, c'est les émissions de gaz à effet de serre de chaque année. Et on voit que depuis les années 90, chaque année, on émet un peu plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc là, c'est marqué CO2, c'est de l'équivalent CO2, ça comprend l'ensemble de tous les gaz à effet de serre. Et donc, on voit, bon, il y a des petites… ici, par exemple, j'aurais pu le mettre. Là, ici, c'est 2008, c'est la crise des subprimes, donc une crise économique, donc on a émis moins de CO2. Et on continue. En 2015, c'est la COP21. On a dit qu'on allait tout faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais ça continue, avec des records. On n'a jamais émis autant de gaz à effet de serre qu'en 2018. On en était quasiment à 40 gigatonnes. Pour atteindre 1,5 degré, eh ben, à partir de 2020, il va falloir chaque année réduire nos émissions de à peu près 7,6% si on veut atteindre le 1,5 degré. Donc, des gros efforts en termes de réduction de gaz à effet de serre. C'est énorme, hein, 7,6 degrés par an, % par an.
Ça veut dire que en 2 ans, on aura réduit de 15% et en 3 ans de 22%. Bon, quel effet, puisqu'on l'a quand même en tête, quel effet de la crise sanitaire sur le Covid? Alors, on voit là la même courbe. Alors là, c'est 2018. On voit qu'en 2019, on a encore augmenté nos émissions, mais on les a vraiment stabilisées. Il y a eu quand même un plateau. Et les projections pour 2020, ça serait une diminution de 10%. Bon, là j'ai remis ça parce que j'ai vu cet après-midi que la dernière estimation, en fait, ce n'est pas 10%, c'est 7%. C'est-à-dire que l'effet de la crise du Covid sur nos émissions de gaz à effet de serre va peut-être nous amener à une réduction de 7%. Hop, si je repasse, je ne sais pas si ça marche. En fait, on est même en deçà de ce qui serait nécessaire pour arriver à 1,5%. Et on n'a pas envie de vivre tous cloîtrés chez soi tout le temps. Donc, il va falloir mettre vraiment en place des mesures plus efficaces que ça. Donc, vraiment changer nos façons de fonctionner, changer nos modes de consommation. Et il faudra faire attention, j'ai mis ce petit graphique, avant le Corona. Pendant le Corona, effectivement, on aimait beaucoup moins. Faire attention qu'on n'aille pas vers une relance économique et une autorisation à polluer encore plus ou à émettre encore plus de gaz à effet de serre. Donc voilà pour l'effet global, et je pense que j'ai pris presque tout mon temps ou pas loin, donc je vais continuer. Donc là, je vais zoomer. Donc cette évolution des températures, quelles évolutions climatiques sur le territoire du PNR du Verdon? Donc là, c'est là où on va rentrer encore plus de graphiques. Donc là, c'est deux graphiques. Là, c'est la hausse des températures et à Saint-Auban. Alors, c'est des graphes de Météo France. J'ai demandé à Météo France, on n'a pas de station référence au cœur du parc, mais ils m'ont certifié que Saint-Auban était représentatif, en tout cas l'évolution des températures à Saint-Auban était représentative de l'évolution des températures sur l'ensemble du parc. Donc, ce qu'on voit ici, c'est comme elle très forte augmentation, avec un record de température absolue en 2018. C'était 2016 à l'échelle de la planète. Ici, c'est 2018, qui sera peut-être battu d'ailleurs cette année en 2020. On n'en est pas loin en tout cas. Si 2020 ne bat pas 2018, on sera juste derrière. Les conséquences de cette hausse des températures, ça va être notamment, par exemple, une augmentation du nombre de jours chauds, avec des jours à 30 degrés, une augmentation aussi du nombre de nuits tropicales, c'est-à-dire des nuits qui sont supérieures à 20 degrés, des nuits où les organismes récupèrent beaucoup moins bien. Après, autre conséquence de cette augmentation forte des températures, c'est une augmentation de la fréquence des vagues de chaleur. Alors, on voit ici ce graphique, c'est les vagues de chaleur représentées depuis 1947. Et donc, en jaune, c'est toutes les vagues de chaleur depuis les années 2000, depuis les 20 dernières années. Et en gris, c'est les vagues de chaleur sur les 50 précédentes années. Donc, on voit que la plupart des vagues de chaleur ont eu lieu sur les 20 dernières années, avec des vagues de chaleur remarquables, comme celle de 2003. On pensait qu'elle était exceptionnelle et qu'on ne reverrait pas une intensité pareille avant très, très longtemps. Elle a été battue par 2019. Alors, pas en durée. 2019 a été beaucoup plus court, mais a été beaucoup plus intense, avec des records absolus en France à 46 degrés et un record aussi historique de chaleur dans le Var avec à Vinon-sur-Verdon. On a été jusqu'à 44,3 degrés. Donc, des chaleurs énormes. Donc, ici, on voit le graphique à Saint-Auban du nombre de jours de vagues de chaleur qui augmente depuis les années 80 et qui continue d'augmenter. Ce qu'on observe aussi avec ces vagues de chaleur, c'est qu'avant, on avait une seule vague de chaleur par année. Et si on regarde bien sur ce graphique, on va voir ici, par exemple, là, j'ai 2015, 2015, 2015, 3 vagues de chaleur en 2015. En 2019, 2 vagues de chaleur, ici une en juin, une en juillet. Et voilà, donc des années où on a affaire à plusieurs vagues de chaleur. J'ai une petite diapositive rapidement pour montrer que ces vagues de chaleur, elles ne sont pas qu'en été. Alors, ça ne va pas avec les mêmes conséquences. Mais le 3 février 2020, là, on a eu un record de chaleur en plein hiver, avec une moyenne de quasiment 14 degrés de température moyenne ce jour-là. C'est énorme, hein. C'est plus de 10 degrés au-dessus de la normale. Et alors, paradoxalement, malgré, on voit ici le graphique du nombre de jours de gel, surtout ces dernières années qui diminue fortement, et bien ce genre d'augmentation de la température augmente le risque de gel malgré la diminution du nombre de jours de gel. En fait, si ça dure longtemps, la végétation va reprendre, va débourrer,
et une végétation qui n'est pas en dormance est beaucoup plus sujette au risque de gelée. Et donc, c'est des gelées, c'est même plus des gelées tardives, mais on va avoir un effet comme si c'était des gelées tardives. Donc, été et hiver, des records de chaleur de plus en plus fréquents. Sur les précipitations, les tendances sont beaucoup moins nettes. Alors là, c'est l'évolution des précipitations. Alors, c'est le cumul annuel des précipitations sur le graphique de gauche. Je confonds toujours ma gauche et ma droite. Pardon. Donc, le graphique de gauche ici, c'est le cumul annuel des précipitations. Alors, on observe une toute petite tendance à la baisse, mais on observe surtout quand même une variabilité interannuelle très forte et pas réellement de tendance à la baisse. Ça, c'est sur Castellane. Si j'avais aussi le graphe de Combes-sur-Artuby, à Combes-sur-Artuby, la tendance est encore moins marquée. Par contre, la tendance est plus marquée si on regarde les précipitations estivales, qui, elles, ont tendance à diminuer de plus en plus. Autre effet, si on parle de précipitation, c'est l'augmentation des épisodes méditerranéens depuis le milieu du XXe siècle. Alors, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on disait, mais non, ces épisodes-là, il y en a toujours eu. On ne voit pas d'augmentation, ce n'est pas lié au changement climatique. Et effectivement, en fait, c'était très difficile de l'attribuer parce que, comment dire, c'est des événements qui sont très ponctuels dans le temps, qui sont ponctuels dans l'espace, qui sont relativement rares. Et donc, c'est très, très difficile de les analyser et de trouver des tendances. Par contre, depuis 2-3 ans, il y a eu beaucoup d'études de fait dessus. Et depuis 2-3 ans, les études montrent qu'on a une augmentation depuis les années 60 de ces épisodes. Alors, l'intensité est plus importante, de 22%. La fréquence des événements dépassant le seuil de 200 mm de pluie par jour a doublé. Donc, on a 2 fois plus d'événements de ce type. Les surfaces touchées sont également en hausse et les probabilités de crues centennales ont également doublé. Donc, une vraie augmentation des épisodes méditerranéens. Cette année, c'est assez exceptionnel d'ailleurs. On a eu 2 événements avec plus de 500 mm en 2020. L'événement dans le Gard du 19 septembre et l'événement à Saint-Martin-de-Vésubie, vraiment pas très loin du parc, dans les Alpes-Maritimes, le 2 octobre. Avec des conséquences dramatiques, il y a toujours des gens isolés et donc ça risque de coûter plusieurs milliards, plus d'1 milliard. J'ai mis un petit graphique ici juste pour dire qu'en fait, cette augmentation des épisodes méditerranéens n'aura pas forcément des conséquences directes en termes de crues. En fait, l'aménagement du territoire, l'artificialisation des sols et des versants joue un grand rôle dessus. Les versants les plus artificialisés verront les crues augmenter. Lorsque les cours d'eau et les versants ne sont pas trop artificialisés, l'impact de ces épisodes méditerranéens est beaucoup moins important dans les vallées et dans les plaines et dans les piémonts. Donc, on peut faire quelque chose. On peut essayer de réduire notre vulnérabilité à ces épisodes. Et demain, donc je vais passer assez vite. Là, on retrouve à peu près les mêmes tendances que sur les valeurs qu'on observait jusqu'à aujourd'hui. On voit que sur les températures, quel que soit le scénario, et surtout jusqu'en 2050, quel que soit le scénario, on a une augmentation des températures. Donc aujourd'hui, là, même si on arrêtait toute émission aujourd'hui, on aurait une augmentation. Parce que les gaz à effet de serre restent longtemps dans l'atmosphère, et aussi parce que la Terre augmente, les températures ont augmenté, et une grande partie de cette température est captée dans les océans. Donc ça fait une très forte inertie. Donc au moins pendant 30 ans, quoi qu'on fasse, la température va continuer à augmenter. Donc très fortement si on ne prend pas tout de suite des mesures fortes. Et si par contre on a des bonnes politiques en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on va pouvoir espérer stabiliser la température autour de 2 degrés. Concernant les précipitations, les tendances sont beaucoup plus complexes. Il y a une grande incertitude concernant l'évolution des précipitations. Ce qu'on peut en dire, c'est que sur la région, on va avoir peut-être une stabilisation des précipitations sur l'ensemble de l'année, mais par contre une tendance à la diminution des précipitations estivales qui va se confirmer. Et autre chose,
cette diminution des précipitations estivales associée à l'augmentation forte des températures va provoquer une augmentation de la sécheresse estivale en durée et en intensité. Pardon. Voilà pour les grandes tendances. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Donc voilà pour demain. Le parc, il y a des projections qui sont disponibles à l'échelle du parc. Donc là, c'est des projections pour les précipitations. Donc on voit ici, bon là c'est deux cartes. Donc on voit sur l'actuel des précipitations et les précipitations en 2050. Donc là, c'est un peu plus rouge, donc il y a un peu moins de précipitations. Et également sur les montagnes, un peu moins de précipitations. Je n'ai pas mentionné l'enneigement, mais sur les massifs montagneux, on va aller surtout en dessous de 1500 et 1800 mètres, à une forte diminution de l'enneigement également. Alors, les conséquences sont multiples. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps. Je n'ai pas de timing. Les conséquences sont multiples et elles vont concerner à peu près tous les secteurs ou presque. Directement par un effet direct du changement climatique ou alors par la nécessité de changer nos comportements. Donc voilà, et donc tous les secteurs, donc l'accès à l'eau, on l'a vu avec des débits et des précipitations qui vont diminuer, des conséquences sur la santé et le bien-être. Alors des conséquences, la santé, il y aura des conséquences directement liées aux canicules, à la chaleur, donc avec des augmentations de risque d'accidents cardiovasculaires, mais aussi à travers l'augmentation des pollens. Plus il fait chaud, plus les arbres vont émettre de pollen. Et en plus, nos organismes seront peut-être un peu plus irrités, notamment peut-être par l'augmentation de la teneur en ozone et à l'augmentation des températures. Donc, avec des effets allergisants plus importants. Il y a aussi d'autres effets. Il peut y avoir des effets sur les moustiques, sur les tiques. Des espèces qui commencent à se développer, donc qui ne sont pas encore porteurs des maladies, mais on peut arriver dans des conditions où on peut avoir le développement de certaines maladies qui étaient tropicales à l'origine. Quand je parle par exemple impact sur les infrastructures, ça peut être impact sur les infrastructures routières, sur les bâtiments, etc., notamment liés aux épisodes méditerranéens, où sur les infrastructures routières, les très fortes températures peuvent avoir des conséquences. On l'a vu, la canicule de 2019, on a eu des conséquences. Les trains étaient tous en retard parce que les rails se dilataient, parce que quand les trains passaient, il y avait des étincelles et il y avait des feux de forêt autour. Donc voilà, les conséquences vont être multiples. Je ne vais pas toutes les passer en revue, ça me prendrait toute une journée, voire un peu plus. Je vais juste vous montrer deux exemples sur les conséquences sur la forêt et l'agriculture, juste pour montrer que les conséquences, en fait, souvent, elles sont multiples et complexes. Les conséquences sur la forêt et l'agriculture ne sont pas liées qu'aux sécheresses. Souvent, on a l'impression que c'est vraiment les sécheresses et les vagues de chaleur qui vont avoir des effets sur la végétation et sur les cultures. Donc, c'est bien sûr les sécheresses et les vagues de chaleur, mais c'est aussi les températures hivernales élevées qui vont modifier la phénologie des plantes. Et les plantes déjà fatiguées et affaiblies par ces événements climatiques vont être beaucoup plus sensibles aux attaques de ravageurs et de pathogènes. Donc, tous ces effets-là, on en voit les conséquences de plus en plus, notamment parce qu'en bas, j'ai mis les petits graphiques. On a de plus en plus de vagues de chaleur. On n'a quasiment plus, en fait, une année sans vagues de chaleur ou forte sécheresse. Avec la sécheresse de 2017 ici, les vagues de chaleur de 2019. En 2020, on a encore battu des records en termes de sécheresse estivale. Donc, en fait, un des problèmes pour la végétation, c'est que chaque année, on a des événements climatiques et météorologiques forts qui empêchent la végétation de récupérer. Impact sur les cultures. Donc, j'ai mis deux graphiques peut-être un peu compliqués, mais il y en a pas mal. Hein. Toutes les cultures aujourd'hui sont concernées quasiment. Même ce qu'on appelait les cultures sèches, comme la lavande, les oliviers, voire la vigne. Toutes ces cultures commencent à être impactées par le changement climatique, surtout depuis les 10 dernières années où tous ces événements de sécheresse ou de vagues de chaleur se multiplient. On le voit aussi sur la production de truffes. Hein. Ici, c'est un petit graphique qui montrait l'indice de la productivité des truffes
et le déficit hydrique. Donc, on voit que moins il y a d'eau dans le sol, moins la production de truffes est forte. Et donc, ces dernières années, les sols sont en déficit et il y a forcément une diminution de la productivité des truffes. Pareil, sur le blé dur, je vais passer très rapidement, on voit une stagnation, c'est la courbe jaune ici. La courbe bleue, c'est une modélisation s'il n'y avait pas de changement climatique, donc les rendements continueraient à augmenter. Avec la courbe, et si on regarde la courbe jaune qui est l'observation des rendements, on voit qu'il y a une stabilisation depuis les années 90, voire une baisse des rendements ces dernières années. Le pastoralisme aussi peut être concerné directement par le stress thermique et le stress hydrique qui vont avoir des effets et sur les animaux et sur les prairies. Sur les animaux, ça va avoir des conséquences sur leur… donc vont être stressés, un peu comme nous, par les grosses chaleurs. Donc, ça va avoir des conséquences sur la reproduction, sur la productivité et la qualité des produits, sur leur santé et leur bien-être aussi. Et aussi des conséquences sur les pâturages, avec des changements de période de croissance des végétaux, donc qui ne sont pas forcément en synchronisme avec l'arrivée des troupeaux lors des transhumances, et des conséquences aussi sur la productivité et la qualité des fourrages, qui sont peut-être moins nutritifs aussi. Donc, on voit là, que ce soit les cultures, l'élevage, il va y avoir il est aujourd'hui nécessaire de s'adapter, et je sais que déjà beaucoup d'agriculteurs ont commencé à s'adapter. Alors, et il y a des choses à faire, il y a des solutions, il faudra les mettre en œuvre assez rapidement pour pouvoir faire face à tous ces événements climatiques. L'impact sur les forêts, je vais passer vite aussi. Alors, deux impacts majeurs. On observe un fort dépérissement des forêts, notamment chez le pin sylvestre et chez le chêne blanc, avec un déficit foliaire très important, qui est entre 50 et 60%. Et là, c'était en 2016 et en 2018. Ça s'est aggravé. 2017, 2018, 2019, on fait très, très mal aux forêts. Donc, avec des dépérissements importants et quelques épisodes de quelques observations de mortalité de peuplement, notamment chez le pin sylvestre. Beaucoup de défoliation chez le chêne blanc, mais peu de mortalité. Par contre, des taux de mortalité importants chez le pin sylvestre. L'autre facteur de risque sur les forêts, c'est le risque incendie, augmentation du risque incendie importante, et même en altitude. La saison propice aux incendies s'est allongée de 3 semaines durant les 60 dernières années, et elles étaient étendues en altitude et vers le nord. L'incendie de Moustier-Sainte-Marie, c'est un bon exemple. Il est arrivé à la fin de l'année 2017, alors que c'était très très sec, 240 hectares brûlés. Je crois que la moyenne par an pour le département des Hauts-de-Provence, tout cumulé, c'est moins que ça doit être 230 hectares. Donc c'est un incendie vraiment exceptionnel, parce que sécheresse exceptionnelle. Un petit graphique sur justement les incendies exceptionnels. J'arrive bientôt à la fin dans les graphiques. Ici, ça c'est l'IFM, c'est l'indice forêt météo, j'ai oublié le nom, c'est pas grave. En tout cas, c'est un indice qui estime le niveau d'humidité de la végétation et de l'intensité potentielle du feu. Un indice de 40 de l'IFM correspond à un danger très élevé d'incendie et montre des conditions propices aux incendies extrêmes. On voit qu'aujourd'hui, là, sur le territoire du parc, à peu près situé ici avec ce petit carré, on est autour de entre 0 et 5 journées à risque. Autour de 2080, ici, si les tendances continuent à l'augmentation des températures, donc là, on sera à peu près à 4-5 degrés, on voit que le nombre de jours avec un fort risque d'incendie et des incendies extrêmes augmente fortement, et on arrive entre 20 et 30 jours sur certains secteurs. Donc voilà, pour résumer rapidement, on voyait donc qu'il y avait des tendances climatiques, des aléas climatiques, l'augmentation des températures, des épisodes méditerranéens, des canicules, etc., la diminution des précipitations estivales, qui vont avoir des impacts sur le territoire, sur les cultures, sur la forêt, etc., et donc avec la nécessité de s'adapter aujourd'hui et de faire autrement, et donc de s'adapter ensemble. Et là, j'ai quasiment fini. Je pense que j'ai explosé le temps. Non, pas trop. Donc, ça, je vais passer vite. Dominique l'a dit. Il y a deux solutions.
qu'on ne peut pas dissocier. Il va falloir atténuer, donc s'attaquer à la source, réduire nos émissions. Là, c'est un enjeu vraiment global et national. On peut y apporter notre pierre. Et là, c'est vraiment à l'échelle globale qu'il faut vraiment tous doivent y participer. Et il faut aussi s'adapter, réduire les impacts du changement climatique. Et à l'échelle locale, privilégier les solutions qui combinent adaptation et atténuation. Alors, des solutions existent, beaucoup. D'autres restent à inventer. Elles doivent être mises en œuvre et articulées selon la vulnérabilité des territoires et selon les secteurs socio-économiques concernés. Et je finis juste rapidement, très très rapidement, avec quelques orientations générales pour la mise en œuvre. En fait, pour mettre en œuvre toutes ces solutions, elles existent, mais il va falloir penser sur le long terme. Il ne faut pas penser que pour les 15 prochaines années. Il faut penser après. Il faut encourager les approches collaboratives et partenariales. C'est l'affaire de tous. Il faut multiplier les échanges d'expériences. Privilégier les solutions fondées sur la nature aussi et développer l'économie du partage, reutiliser le lien social. Voilà, quelques pistes sur lesquelles vraiment il faudra s'appuyer. Et voilà, je m'arrête là. J'étais peut-être un peu long. Merci de votre attention. Merci beaucoup Antoine. Ne t'inquiète pas, on est dans les temps. Donc, on aura même le temps de laisser Georges sans le stresser. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de réactions. Parce que, évidemment, tout ce que tu dis, c'est un peu… bon, en fait, on n'a pas du tout réduit notre niveau d'anxiété. Donc, on a déjà un certain nombre de propositions qui ont été émises par des participants, d'avoir recours à un certain nombre de choses qui pourraient nous aider à passer le cap. Mais en plus, tous les bars sont fermés à cause du Covid. Donc, franchement, on ne va pas s'en sortir là. Est-ce que, pour être un peu plus sérieuse, vous avez des questions, des réactions? Est-ce que vous voulez profiter du fait qu'Antoine est avec nous ce soir pour l'interroger, l'interpeller? Il faut en profiter, il est là, on peut prendre quelques minutes. Peut-être qu'Antoine, tu peux arrêter le partage pour qu'on se voit un peu plus pendant les échanges. Ouais, super, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des réactions, Alors, il y a plusieurs réactions un peu déprimées du coup. Voilà, ou quelqu'un qui dit Christophe a tout dit là. Est-ce que Christophe Dubois vient juste d'écrire une assez longue remarque que je vais vous lire. 2 interventions qui nous mettent face à nos réalités. Un changement de mode de développement de nos sociétés humaines est inéluctable. Des politiques publiques et des comportements individuels résultera la répartition entre la part civile et la part choisie de ce changement de mode de développement. Le PNRV a un rôle important à jouer pour informer, former et préparer les conséquences locales du réchauffement global. Voilà. Oui. Peut-être que, Antoine, tu peux un peu réagir parce que je crois que ce que nous expriment les personnes autour de l'écran ce soir, c'est souvent un peu on va dire que humainement, face à un constat aussi consternant, c'est un peu humain de réagir en se disant c'est terrible. Et tu as peut-être l'habitude de gérer un peu ces réactions. Enfin, tu les entends souvent. Oui, en fait, c'est terrible, mais par contre, déjà, ce qu'il y a une chose, c'est qu'il y a des solutions et que ces solutions, en fait, elles vont devoir être mises tous ensemble. Et d'ailleurs, dans la remarque, là, on parlait du rôle des PNR, notamment du PNR du Verdon, en l'occurrence. Je pense que ça, c'est un rôle vraiment important c'est un rôle qui peut permettre aussi de fédérer, d'accompagner dans les changements. Parce que je pense que la plus grosse angoisse, c'est quand on se sent, impuissant. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi faire et qu'on n'est pas dans l'action. Et souvent, quand on est seul chez soi, on va se dire qu'est-ce que je peux faire? On peut éteindre sa lumière. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu fort du parc, justement, d'arriver de favoriser les lieux d'échange. Et déjà, ça fait passer l'angoisse. Les lieux de réflexion communes, les solutions existent. On peut vraiment augmenter très fortement la résilience de nos territoires. Et dès qu'on passe à l'action, dès qu'il y a des choses qui se font, on angoisse beaucoup moins. Et c'est sûr que là, le Covid, ça n'aide pas parce qu'on est chacun derrière son ordinateur. Mais je pense que il faut vraiment arriver à passer à l'action. Et surtout, une chose qui est importante, c'est de laisser personne sur le bord de la route, en fait. C'est-à-dire que quand on va mettre en place des mesures, c'est que ces mesures ne pèsent pas sur
sur les gens, sur les activités économiques qui sont déjà, on le voit dans les constats, qui subissent pour certaines déjà les effets du changement climatique. Et je pense que si on arrive tous ensemble à commencer à travailler dessus, à mettre en place les solutions, à mettre en place des initiatives, ça va faire nettement diminuer l'angoisse et ça peut être même assez stimulant et intéressant. On avait Boris aussi qui avait une main levée. Oui, j'attendais, je préférais que ce soit des gens du Verdon qui s'expriment. Non, du coup, moi, je me demandais par rapport à la disparition, enfin, aux impacts sur la flore et la faune, d'espèces qui vont disparaître ou plus adéquates en lien avec le milieu. Est-ce qu'il y a des scénarios dans lesquels il y aurait une régénérescence d'un autre milieu, en fait? Oui, alors là, il y a des scénarios. Alors, des scénarios sur le futur. Alors, il y a quelques articles qui sont sortis qui simulent, notamment sur la flore, qui simulent la flore dans les années 2100. Donc, ça, ces scénarios ne sont pas très, très optimistes. Mais en fait, ça va être. Ce qui est sûr, c'est que le changement climatique a un effet sur les animaux, sur la végétation. Ça change. Les marmottes, par exemple, ça va jouer sur l'hibernation. Après, il y a des animaux, par exemple, qui vont pouvoir remonter en altitude. Alors, ceux qui sont trop hauts vont devoir changer de secteur, ils ne seront plus là. Par contre, on va avoir peut-être l'arrivée de de nouvelles espèces. Et en tout cas, pour faciliter l'adaptation des espèces, ce qu'il faut, c'est aussi limiter l'artificialisation des sols. Et plus les écosystèmes seront en bonne santé, moins les impacts seront importants. Vraiment, ce qui est dur pour la biodiversité, c'est la rapidité du changement et la capacité des écosystèmes et des espèces à pouvoir s'adapter et à pouvoir migrer. Donc, il faut vraiment arriver à conserver nos écosystèmes dans la meilleure santé possible et tout faire pour faciliter leur adaptation et leur migration. Pardon. Mais ça, Georges le dira. Georges, les milieux aquatiques vont être les plus concernés par le changement. Georges, si tu veux dire deux mots, mais après, je pense que dans ton intervention, tu vas rezoomer un peu sur le sujet. Et puis, je crois qu'il y avait une autre intervention avant qu'on passe à ton. Prends l'intervention, je réponds après, oui. Oui, vas-y. D'abord, ce qu'a dit Antoine, c'est très juste. On n'a pas simplement une disparition, on va avoir des modifications de la répartition. Mais sur certaines espèces, elles auront des aires de répartition extrêmement réduites et sur lesquelles, là, il faudra agir en priorité et mettre des mesures de protection quand on est un parc pour bien essayer de consolider ces petits réservoirs biologiques qui sont, par exemple, chez nous, dans notre métier sur l'eau, c'est toutes les zones de source qui sont affectées par les forages, par exemple, etc., et qui posent énormément de problèmes, quoi. Donc, on a ça. Et puis, pourquoi être triste? Parce qu'on peut avoir des nouvelles espèces qui apparaissent, qui viennent dans notre territoire et qui nous apportent aussi des éléments bienfaisants. On pense toujours aux plantes envahissantes, à tout ce qu'on ne désire pas. Le changement de la biodiversité, c'est quelque chose de complexe. Bon, merci Georges. On va venir sur le sujet un peu plus avec toi. Là, juste les deux dernières réactions que je viens de dire dans les échanges. Il y a Bernard qui nous demandait est-ce que la Fédération des parcs intervient sur le sujet? Alors oui, bien sûr. Et surtout, le rôle de la Fédération des parcs, c'est de coordonner l'intervention de l'ensemble des parcs de France. Donc, il y a 56 parcs naturels régionaux, il y a les parcs nationaux. Après, comme le disait Antoine, tout ça, ça pourra… il y a un enjeu très fort à avoir une espèce de mouvement d'ensemble et donc de se coordonner, de faire des choses ensemble. Voilà, c'est indispensable. Là, par exemple, on vient de signer une convention avec le groupement régional des experts du climat qui est coordonné par Antoine, avec la région et l'ensemble des parcs de la région, pour justement essayer de travailler ensemble, de développer des actions, de faire du transfert d'expérience entre les parcs, d'essayer de mutualiser. Voilà. Et donc, effectivement, c'est une dimension très importante et je pense que Bernard, ça fait partie des choses qu'il faudra qu'on discute samedi dans les ateliers. Donc, cette idée-là du faire ensemble, du faire collectif, bon, j'en dis pas plus, vous en parlerez samedi. Et deuxième intervention, parce qu'après, pour ne pas prendre de retard, on va passer la main à Georges. Guénaël, qui est avec nous, a participé avec
une douzaine de personnes de l'équipe du parc à un déplacement là, en début de semaine pour aller donner un coup de main aux personnes qui ont été sinistrées dans les vallées du 06. Donc là, on est allé plus particulièrement dans la vallée de la Roya. Et ils souhaitaient justement un peu partager le témoignage de ce que ces fameux événements méditerranéens, ces phénomènes climatiques de plus en plus forts causent comme dégâts. Et c'est vrai que c'est assez c'est fou, quoi. Enfin, Guénaël, je ne sais pas si tu veux prendre la parole 2 secondes enfin 2 minutes pour en parler rapidement, puis après on passe à l'intervention d'après. Oui, Tu en parleras mieux que moi puisque tu y étais, quoi. oui, Suzanne, tu as vu les témoignages, on est vraiment sous le choc en fait. Et on était avec l'équipe technique Rivière, donc c'est des collègues qui vivent la rivière au quotidien. Et ils étaient impressionnés par la force de l'eau, ce qu'elle a été capable de faire. On a vu une vallée qui était dévastée, en même temps aussi désemparée, mais qui fait face avec ses moyens, difficulté de coordonner des moyens. Et c'est vrai que les habitants commencent à réaliser qu'il y a un impact lié au réchauffement climatique. Certains nous l'ont dit, oui, on est face à ça et il faut arrêter de regarder ailleurs et il faut vraiment se mobiliser sur ces questions-là. Les collègues du parc du Mercantour qui s'interrogent qui avaient monté un plan de développement touristique avec les Hautes-Vallées, sont en train de complètement le reconsidérer. Donc, du coup, c'est un vrai bouleversement qui se vit on l'a déjà évoqué pendant la fabrique du tourisme, à 50 km à vol d'oiseau de chez nous, à une crête, rien qu'à une crête. Donc, du coup, c'est vrai il faut qu'on débriefe entre nous, mais on est réellement, c'est pas une blague, on est vraiment bouleversé par ce qu'on a vu. Il n'y a plus un pont debout, c'est des ponts qui sont en béton armé. Enfin, c'est un truc incroyable, quoi. Heureusement, il y a eu peu de victimes finalement au regard du cataclysme, mais c'est quand même incroyable. Voilà, j'en dis pas plus. C'est toutes les vallées effectivement qui sont touchées, Vésubie, Roya, Tinée. C'est un truc de fou. Bon, écoute, du coup, Guénaël, voilà, c'était bien que tu prennes un peu la parole parce que c'est l'actualité, c'est tout frais. C'était bien qu'on partage un petit peu ça. Et bon, je vois qu'il y a aussi pas mal d'autres questions qui remontent, mais qui sont plus de l'ordre peut-être des propositions. Il y a Jeanne qui nous posait des questions par rapport au pastoralisme, à la sensibilisation des éleveurs, des bergers. Donc, je pense que vraiment, tout ça, c'est des choses qu'on va travailler dans les ateliers samedi. Donc, vraiment, gardez bien toutes vos idées, notez-les. On approfondit tout ça samedi parce que les propositions, ce n'est pas pour ce soir, on n'a pas le temps, sinon on va déborder le timing. Je vous propose peut-être de passer la parole à Georges. Et puis, de toute façon, ça va soulever d'autres réactions. On pourra en profiter encore avant de se quitter pour refaire un petit temps d'échange. Georges, on t'écoute. Si tu veux peut-être partager ton document, comme ça on vérifie que ça fonctionne bien. Est-ce que vous avez mon écran? Là, on le voit, oui. Parce que moi, je ne le vois plus. Alors, hop. Ah. Bon, mais si vous voyez mon écran, c'est parfait. Moi, je ne le vois plus, je ne sais pas pourquoi. Mais en gros, on va parler bien de ce que subit la gestion de l'eau à travers ces changements climatiques. Et bien évidemment, comme je suis hydrobiologiste… Excuse-moi, Georges, je te coupe, Ouais. mais je suis impardonnable, je ne t'ai même pas présenté. C'est n'importe quoi. J'étais tellement sous l'émotion de ce qu'a dit Guénaël, pardon. Ouais, juste quand même que les gens te connaissent. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, tu es directeur de la Maison régionale de l'eau. Toi, ta spécialité un peu, justement, c'est le fonctionnement des cours d'eau et des milieux aquatiques, plutôt avec ce regard un peu sur la zone méditerranéenne et préalpine. Et tu es aussi membre du conseil scientifique du parc depuis la création du parc. Tu fais partie des gens qui ont vraiment été très présents dès la création du parc. Voilà, excuse-moi, mais ça me semblait important que les gens sachent Oui, d'où tu parles. et ce parc est quelque chose d'important pour moi. Comme tu le dis, avec Serge Minigucci, avec toi, avec quelques-uns, on a débuté ce travail sur ce parc qui est maintenant… est un vrai parc constitué, etc. Enfin, c'est un vrai bonheur. Donc, je vous disais, nous, je vais vous parler de la gestion de l'eau sur ce parc. Et forcément, quand on parle de la gestion de l'eau de ce parc, vu
la place de ce parc dans la gestion de l'eau de la Provence, eh bien forcément, on est obligé d'agrandir un peu notre vision. Quoi qu'il en soit, je voudrais commencer par parler de cette problématique du climat méditerranéen où eh bien, Antoine nous a bien précisé des problèmes d'inondation, des problèmes de sécheresse, des problèmes de canicule, mais je voudrais souligner ce caractère extrêmement variable que l'on a sur ce bassin méditerranéen de par l'extraordinaire variabilité des situations que l'on rencontre. Et la région PACA est une région bien illustrante pour parler de ça, dans la mesure où c'est les Alpes qui tombent sur le bassin méditerranéen, et c'est donc une très très grande complexité avec des situations très très particulières, très locales. Mon petit village à Varage, Antoine, c'est nous qui battons le record de température avec 44,5 et non pas 44,3 comme Avignon. Voilà, donc on a des situations, oui, un peu de cocorico quand même. On a donc des situations extrêmement complexes de par la pluviométrie, de par la problématique des vents. Et sur le travail de R2D2 2050, quel avenir pour la Durance, je soulignerai simplement ce que tu as annoncé, cette réduction de 20% des débits en été et des conséquences importantes avec une certitude très forte d'avoir des périodes de sécheresse importantes en été. Et moi, je vais me consacrer à ces problèmes de sécheresse. Je rajouterai un tout petit peu de problèmes de canicule sur la fin, parce que cette sécheresse, c'est forcément un problème dans la répartition de l'eau. Une eau qui est un élément tout à fait particulier. C'est un élément indispensable à la vie, c'est un élément multi-usager, et c'est surtout un milieu aquatique qui est révélateur de la gestion que l'on fera de cette ressource en eau. Donc, quand on parle de sécheresse, eh bien, on distingue plusieurs types de sécheresse. D'abord, cette sécheresse atmosphérique qui fait qu'on regarde sur plusieurs années, et sur les séquences à Marseille, on a des périodes de sécheresse de 276 mm en 1921, quoi. C'est véritablement rien du tout. Eh bien, nous, à Varage, à l'heure actuelle, on est à 390 mm, alors que la pluviométrie moyenne, c'est 780 mm. On a une sécheresse agricole qui est liée à cette eau verte qu'on retrouve utilisée à la fois pour les troupeaux, pour la végétation, et enfin, on a cette sécheresse hydrologique, celle dont je vais vous parler, et qui est une sécheresse extrêmement complexe parce que les rapports entre la pluie qui tombe et les débits, eh bien, ça a plusieurs filtres, dont le principal est de savoir quand cette eau tombe, est-ce qu'elle va ruisseler ou est-ce qu'elle va s'infiltrer. Donc, dans un premier temps, on s'intéresse à la quantité de la pluie, mais on s'intéresse surtout à sa répartition dans l'année, en sachant que ce sont les périodes d'automne où cette pluie, lorsqu'elle tombe, est une pluie plus efficace dans la mesure où eh bien, ce qu'on appelle l'évapotranspiration, donc vous voyez des courbes à côté, cette renvoi dans l'atmosphère d'une partie importante de l'eau sous forme de vapeur d'eau. C'est à ce moment-là où la forêt est à son niveau le plus bas et que sa capacité d'interception est la plus faible. C'est en automne et en hiver que se fait la recharge de ces nappes. Et donc, quand on s'intéresse à la pluviométrie, on s'intéresse surtout à cette donnée. Et donc, pour nous, une année, c'est une année hydraulique qui débute le 1er septembre, qui finit le 31 août, parce qu'on veut intégrer complètement cette période de la pluviométrie d'automne capable de nous remplir des réserves importantes. C'est l'intensité de la pluie qui va toujours favoriser le ruissellement plutôt que l'infiltration. Et ce qui s'est passé dans les Alpes-Maritimes, eh bien, c'est des parois très pentues avec une grande quantité d'eau et où l'infiltration a été nulle et ça a été le ruissellement total. Et c'est là où on est véritablement avec des impacts importants. Ce rôle de la forêt qui est forcément important, mais forcément réduit aussi quand on se trouve dans des zones à pente forte où la forêt arrive à énormément de mal à intervenir. C'est l'état du sol, de savoir si
on arrive après une longue période de sécheresse où il est complètement bétonné et devient ruisselant, ou après une longue période de pluviométrie où il est gorgé d'eau et là aussi il devient ruisselant. Bref, la vraie question qui se pose sur notre climat méditerranéen, eh bien, c'est de savoir comment on peut mettre cette eau en réserve. Et cette eau en réserve, eh bien, on va la trouver dans des ressources souterraines sur le bassin versant, dans des massifs calcaires. On va le retrouver aussi avec l'altitude dans la possibilité d'être stocké sous forme solide de neige, de glace ou ces sols gelés qu'on appelle les pergélisols. Et quand je regarde le bassin versant du Verdon par rapport à ces problèmes de pluviométrie, je lui trouve des plus avec des grandes possibilités d'infiltration dans les massifs karstiques calcaires en aval de Saint-André-les-Alpes, en gros de Puy et Castellane. Et puis je les trouve aussi inquiétants avec un bassin versant où il n'y a pas de glacier et donc il n'y aura pas de possibilité d'avoir des apports d'eau en été. Et ça, c'est un véritable souci. Si je continue cette problématique, on ne peut pas parler de sécheresse sans parler de l'intervention de l'homme et la manière dont il accentue ce stress hydrologique, avec une région dont vous voyez ici la caractéristique, c'est que plus de 90% des besoins en eau sont concentrés sur deux domaines, l'agriculture et les besoins en eau potable, et tous les deux ont comme caractéristique d'être dominants en période estivale, au moment où les milieux aquatiques et les ressources en eau sont les plus faibles. Cette problématique, on la voit ici avec ses besoins agricoles, peut-être une petite particularité, l'utilisation de l'eau pour le gel dans les pommiers, qui est une particularité de notre région, mais on se retrouve d'une manière classique avec les mois de juin, juillet et progressivement en baisse en août, avec une forte demande pour le blé dur, le maïs, etc., etc. De la même manière, eh bien, on se retrouve avec une surconsommation en eau en été, avec ce transfert massif de population touristique, dont vous voyez que juillet et août sont des pics importants. Les touristes, c'est des grands consommateurs d'eau. D'abord, parce qu'ils ne la payent pas. Ça, c'est une remarque évidente. Quand on est un touriste, on arrive dans un endroit où, dans le prix, on n'a pas une idée de ce que... C'est peut-être quelque chose sur lequel il faudra un jour travailler. Ensuite, c'est des utilisations de l'eau, comme par exemple les golfs, comme par exemple les canots à neige pour l'hiver, comme les besoins en eau pour les sports d'eau vive, qui sont là aussi des éléments qui viennent amener à une consommation qui s'accroît pendant ces périodes touristiques. Bref, à la Maison de l'eau, on a appelé ça l'inadéquation entre les besoins socio-économiques et la ressource du milieu. Eh bien, on est là dans la problématique complexe de la gestion de notre territoire. C'est au moment où on a le plus besoin d'eau que le milieu, naturellement, en a le moins, d'où eh bien, un certain nombre de travaux d'aménagement, dont l'exemple du bassin versant du Verdon est un élément dominant. Il ne faut pas confondre sécheresse et pénurie. Pendant qu'on était avec une sécheresse terrible dans les Bouches-du-Rhône, avec un arrêté sur une rivière, la Touloubre, où on avait des restrictions d'eau potable, c'est extrêmement rare dans notre région, eh bien, en même temps, eh bien, on vendait de l'eau à travers Canal de Provence, à travers nos aménagements à Barcelone. Cette sécheresse et cette pénurie, malheureusement, ce n'est pas pour tout le monde, quoi. Il y a ce qu'à la Maison de l'eau, on appelle les territoires à double peine, c'est-à-dire ces territoires qui sont en dehors des grands aménagements, comme par exemple l'Artuby et le Jabron. Et c'est des territoires à double peine parce que, ils n'ont aucune sécurité, ils sont sur une ressource qui est superficielle, qui est une ressource dépendante du climat. Et deux, chaque fois qu'il y a des problèmes de sécheresse, c'est vers eux qu'on se retrouve pour faire des restrictions. Donc, il y a là, dans notre ensemble du territoire, un aménagement fort
et tous ceux qui sont sur cet aménagement fort, eh bien, en profitent. Et puis, il y a les oubliés. Et dans le travail du parc, c'est justement d'aller travailler pour que ces oubliés ne soient plus des oubliés, mais soient complètement dans la dynamique, et pour lequel, moi j'ai appelé ça le droit des amontiers. On parle toujours du droit des avaliers. Et bien maintenant, dans cet arrière-pays qui a son propre développement et sa propre dynamique de développement, eh bien, il est temps d'arrêter le sacrifice sur l'autel du développement de la frange littorale et qu'il y ait une meilleure répartition de l'eau. Ça fait partie, par exemple, du travail qu'on fait avec M. Espitalier, par exemple, dans l'Agora, où on essaye de discuter sur ces répartitions de l'eau. Alors, ces conflits d'usagers, eh bien, moi, je vais les retrouver avec un quatrième usager, qui est l'usager milieu, parce que ces changements climatiques, s'ils vont amener à des conflits entre les différents usagers, les besoins agricoles, les besoins industriels et les besoins d'eau potable, il va y avoir aussi une discussion à avoir sur ces milieux, parce que ces sécheresses, c'est une dégradation profonde des milieux. Chaque fois que vous réduisez le débit, vous avez ici une liste des conséquences directes. Eh bien, on augmente la température de l'eau, on diminue le pouvoir de dilution des pollutions, on diminue le courant et tous ses effets bénéfiques de brassage, etc. On diminue les capacités de la vie piscicole à travers la diminution de l'habitat, des possibilités de connexion. On diminue aussi les morphologies du berge, mais on a surtout des phénomènes de synergie. Par exemple, l'augmentation des températures, c'est moins d'oxygène dans l'eau, mais la diminution du courant, c'est aussi moins d'oxygène dans l'eau. Et donc, on a des contraintes majeures sur les milieux. Alors, ces éléments-là, eh bien, dans un premier temps, c'est des phénomènes qu'on voit ici, d'eutrophisation des milieux, qui petit à petit se dégradent sous la réduction des débits, sur les pollutions qu'elles reçoivent, sous l'effet de la chaleur, va finalement amener à une mortalité. Et quelquefois, on arrive à la disparition complète des milieux, comme c'est le cas depuis quelques années sur un fleuve qui s'appelle l'Argence et qui est sec sur 56 km, un fleuve qu'on suit depuis plus de 30 ans et qui voit ses assecs augmenter. Au-delà de cet aspect de sécheresse, moi j'insiste beaucoup sur la répétition de ces sécheresses. Et pour nous, on a un véritable modèle des changements climatiques avec ce qui s'est passé dans les années 2004 jusqu'aux années 2007, où on a eu 3 années de sécheresse très très forte, plus une 4e année de sécheresse en 2007 qui s'est poursuivie et très tard, puisqu'elle s'est poursuivie jusqu'en 2008. Et vous voyez l'image de la cascade de Montaut sèche le 14 janvier. Tout ça a fini par amener à la disparition d'une espèce de très haute valeur patrimoniale qui s'appelle l'Ectra occitana et qui était présente dans la région que sur ce territoire. Donc, au-delà de la sécheresse, c'est la répétition de ces phénomènes et c'est malheureusement ce que nous annoncent les changements climatiques. Enfin, il ne faut pas confondre sécheresse et canicule. Voilà, par exemple, la 2e année de canicule la plus forte dans notre région, qui est celle de 2018. Elle est juste après 2003. Et quand je regarde les débits en été, eh bien, ils sont le résultat de plusieurs choses. Ils sont le résultat, d'un déficit automnal. 2017 a été une année très, très sèche. Il a juste plu un peu en décembre. Et vous voyez les débits en janvier et en février qui résultent donc de cette sécheresse automnale. Et donc, on n'a pas reconstitué les réserves. Et donc, forcément, on se retrouve avec des débits faibles. Ces débits faibles, ils ont été bien évidemment accentués par la canicule et les besoins pour l'irrigation, pour les espaces verts, etc. Donc, ne confondez pas canicule et sécheresse. Par contre, quand on a canicule et sécheresse, c'est ça le deuxième effet des changements climatiques, c'est l'augmentation des températures et c'est à ce moment-là véritablement des phénomènes catastrophiques pour les milieux, mais aussi pour les besoins des usagers et la gestion des usagers. Alors, qu'est-ce qu'on a pour répondre à ces problèmes éventuels? On a d'une manière classique
ces éléments qui ont fait notre force dans notre région, avec les capacités de stockage et de transfert, comme l'aménagement de la Durance et du Verdon. Malheureusement, il ne reste plus beaucoup de sites à aménager. Malheureusement, ces aménagements ont eu des conséquences très lourdes sur l'environnement. Regardez l'évolution des débits de la Durance avant l'aménagement et après l'aménagement de Serponçon. Il est clair que du point de vue milieu, la Durance a été sacrifiée sous l'autel du développement économique. Mais c'est aussi des barrages qui provoquent des blocages des sédiments et qui ont des graves conséquences sur le fonctionnement des cours d'eau, sur la stabilité des ponts, etc., par exemple. Et enfin, n'oublions pas le poids de l'opinion. Je vous rappelle ce qui s'est passé à Sievens. Ça devient extrêmement difficile à l'heure actuelle de se jeter dans cette fuite en avant, de répondre en permanence à la demande par des nouveaux aménagements. Bien évidemment, j'aurai l'occasion de répondre à vos questions et de discuter avec vous là-dessus. Les conséquences des changements climatiques, c'est aussi que tous ces petits aménagements qui n'ont pas des bassins versants importants et qui sont sous l'influence méditerranéenne, comme par exemple le barrage de Laverne dans le massif des Maures ou le barrage de Carcès dans le département du Var, eh bien, en 2007, voilà le niveau. On est juste au début de la saison touristique. Il a fallu aller chercher vraiment de l'eau dans le Verdon pour répondre à tous ces besoins. Et ces problèmes-là ont aussi entraîné l'impossibilité de produire de l'électricité parce qu'on manquait considérablement d'eau. Alors, bien évidemment, il y a des nouvelles ressources. La première, eh bien, c'est la réutilisation des eaux usées. On en parle beaucoup. Certains pays sont particulièrement en avance là-dessus. On a les problèmes de dessalement de l'eau de mer avec toutes les conséquences énergétiques, mais aussi les conséquences milieu. La réutilisation des eaux, l'utilisation des eaux pluviales, favoriser l'infiltration qui a une double vocation, à la fois de limiter les phénomènes de ruissellement et limiter les phénomènes de crue, mais en même temps de recharger les nappes, et puis c'est réalimentation des nappes à partir des cours d'eau qui sont à l'heure actuelle expérimentales. Là-dessus, la question qui se pose, c'est on fait quoi? Est-ce qu'on continue à s'intéresser à la demande ou est-ce qu'on se pose la question de savoir que les premières ressources mobilisables sont celles qui viennent de nos économies? Et cette sobriété est véritablement une des réponses à notre gestion. Et dans le sage Verdon, eh bien, la réponse, elle est très claire avec plusieurs éléments en jeu 1 et en jeu 3, par exemple, que je prends pas au hasard, mais comme révélateur, où il y a cette volonté d'associer en permanence la problématique de la gestion de l'eau, des ressources en eau, des échanges en eau, mais aussi, comme on l'a montré tout à l'heure, avec des travaux, par exemple, sur le colostre, pour redonner une vie de méandre à ce cours d'eau qui a été corseté. Donc, on est là véritablement avec la part du milieu qui est véritablement la question qui se pose à l'heure actuelle dans la gestion de l'eau. Parce que la loi de 92 nous dit que le besoin des usagers doit être équilibré avec le fonctionnement des milieux. Parce que depuis 2000, on a une directive cadre qui a complètement changé notre approche de l'eau au niveau européen, pas au niveau français, parce qu'elle nous dit qu'on doit atteindre le bon état des masses d'eau et que l'on doit passer donc de la gestion de l'eau à la gestion des milieux. On aura fait une bonne gestion de l'eau si on a fait une bonne gestion des milieux. Eh bien, je commence à entendre les mauvaises sirènes qui traînent et qui nous disent qu'avec les changements climatiques, il va falloir être moins ambitieux avec nos milieux. Comme si les changements climatiques ne devaient qu'aggraver les besoins des autres usagers et que le milieu, lui, alors qu'on vient de démontrer qu'il va subir des impacts importants, il ne devrait pas avoir son quota augmenté. Et pire, la situation aujourd'hui devrait même être réduite. Là, il y a des véritables questions, et ces véritables questions, eh bien,
Je vais conclure là-dessus et respecter quasiment mon temps, hein, Suzanne. Là, je te surprends quand même. Hein. Cette quantité d'eau nécessaire au fonctionnement des milieux, elle sera d'autant plus facile à apporter en été qu'on aura résolu un certain nombre de pollutions, que l'on aura mis en place des moyens d'épuration efficaces, qu'on aura limité les fuites sur les réseaux, éviter de faire n'importe quoi, comme utiliser de l'eau de la Durance pour nettoyer les caniveaux à Marseille, qui est l'aberration même. Moi, quand on entend parler des Méditerranéens qui sont des économes dans la gestion de l'eau, je rappelle que ce sont des économes physiques. Quand ils portaient l'eau, ils l'économisaient. Quand ils l'ont eu à disposition, ils l'ont gaspillé comme tout le monde, quoi. Il va falloir se poser la question de ces usages récréatifs de l'eau. Il va falloir mettre en place une véritable réflexion sur un choix de société. Et ce choix de société, il ne peut pas être autre chose que solidarité. Ça, c'est véritablement un élément clé. Et le Verdon restera solidaire au territoire, mais aussi équitabilité. Ça me paraît une donnée forte. Et enfin, la notion essentielle, la sobriété. La culture de la sécheresse, ce n'est pas le recul en arrière, c'est de considérer que cette ressource, eh bien, elle est devenue une ressource non inépuisable et qu'elle doit être gérée de cette manière. Voilà, j'ai tenu mes délais. Enfin, maintenant, juste pour le fun, hein, si on ne fait pas ça, il nous reste ça, quoi. Hein. Le pire, c'est qu'il a plu. Le pire, c'est qu'il a plu. Merci. Est-ce que ça va être permis dans la nouvelle loi sur la laïcité? Je sais pas du tout. Mais enfin, on est là avec des éléments qui sont des éléments de débat. Je vais arrêter mon partage d'écran pour qu'on puisse se voir. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Georges. Merci d'avoir tenu le délai. Mais bon, c'était pas. Enfin, voilà. L'important, c'est que tu aies mis un certain nombre de sujets sur la table et qui vont certainement nous faire réagir. Est-ce que vous avez des questions à poser à Georges? Pourtant, ça en soulève. Hein, mais bon, peut-être qu'il faut garder aussi les idées pour samedi, hein, pour les ateliers. Cette notion d'économie d'eau que je développe, hein, elle est complètement dans la gestion de l'eau à l'heure actuelle, à tous les niveaux. Et à tous les niveaux, on s'aperçoit qu'on continue à se poser la question de nouvelles ressources pour sécuriser. Et on s'aperçoit que, et c'est l'exemple le plus flagrant là-dedans, c'est l'exemple de la Dour-Garonne, où on a sécurisé, en fin de compte, au moment où on avait plus besoin de ces ressources, eh bien, on s'est servi pour faire du développement et on se trouve dans une situation qui empire chaque fois. Donc, la fuite en avant ne peut pas être une simple réponse de répondre à la demande. Il faut vraiment se poser la question où est cette demande et quelle est la place de cette demande. Et puis, il y a quelque chose aussi qui aide pas, c'est que c'est la fréquence de ces sécheresses là, qui sont de plus en plus récurrentes. Et avant, elles étaient, séparées par plusieurs années. Maintenant, on arrive à avoir des années consécutives. Hein, c'est ce que tu disais, Georges, on voit dans les années 2004, 2005 et puis récemment. C'est qu'on a beaucoup de mal encore à attribuer l'augmentation de la fréquence de sécheresse au changement climatique. Ouais. Donc, on n'a même pas l'argument de dire mais ça va de pire en pire parce que voilà, là, on sait attribuer maintenant les épisodes cévenols comme méditerranéens au changement climatique. L'augmentation de la fréquence des sécheresses, et je cherche des articles en ce moment, hein, mais il n'y en a quasiment pas, un peu à l'échelle européenne, mais c'est très, très compliqué. Donc ça n'aide pas non plus. Et ce qui n'aide pas non plus aussi, c'est qu'on est déconnecté de la sécheresse parce qu'on est déconnecté des milieux. On a toujours une eau à disposition, il suffit d'ouvrir le robinet. Regardez à Marseille, le patron de la Société d'eau de Marseille interdisait de parler de pénurie, hein, de sécheresse, hein, parce que, mais moi qui mets mes pieds dans la rivière et mes collègues qui travaillent dans ces domaines-là, on le voit.
on voit concrètement cette sécheresse se mettre en place. On suit cette partie sur la rivière qui est juste à côté de nous, qui est le fleuve de l'Argence, où on voit, je pourrais vous donner des tas et des tas d'images de ça, où on voit véritablement qu'on est dans une situation dramatique là-dessus. Oui, et d'ailleurs, pour ça, pardon, juste, parce qu'on entend pas mal de choses. Et ce que tu disais aussi, c'est que là où il faut faire attention, c'est que souvent on parle à l'échelle d'un grand territoire. Et effectivement, là, on entend des discours comme quoi les réserves en eau sont inépuisables, qu'on a encore des milliards de mètres cubes et à profusion encore pendant plusieurs années. Et ce que tu disais très bien, genre, c'est que tous les territoires et toutes les zones ne sont pas égales. Et en fait, quand on dit ça, on se préoccupe pas assez vraiment des sécheresses et des territoires qui sont vraiment qui sont très problématiques au niveau de la ressource en eau. Pour moi, le département le plus vulnérable de PACA, c'est les Alpes de Haute-Provence. Simplement parce que elles n'ont pas le relief suffisant, élevé, pour encore maintenir des ressources satisfaisantes avec la neige, et surtout, elles n'ont pas de glaciers. Voilà. Et donc là, on est véritablement avec un vrai problème qui sera l'impact le plus immédiat. Et du coup, oui, alors il y a une question après, allez-y. Oui, j'ai deux questions. Premièrement, est-ce que vous avez des comparaisons avec d'autres pays où il y a des solutions qui marchent? Je pense par exemple, il y a certains pays qui ont déjà demandé depuis longtemps une taxe sur l'artificialisation des sols. Et deuxième question, est-ce que vous pensez que la privatisation de la gestion de l'eau joue un rôle positif ou négatif dans cette gestion? Alors, sur la première question, il y a beaucoup de pays qui font des choses dans la gestion de l'eau. Hein. Par exemple, la réutilisation des eaux usées, etc., qui est véritablement quelque chose qui est en avance. En France, on a la possibilité de lever une taxe pour l'imperméabilisation. C'est la loi sur l'eau qui permet ça, mais personne ne la lève parce que derrière, il faudrait mettre en place toute la gestion des eaux pluviales et ça coûte vraiment très cher. Et donc, on est assez frileux. Mais la problématique de la réutilisation des eaux usées, c'est pour en faire quoi? Voilà. Si la réutilisation des eaux usées, c'est pour faire irriguer des golfs, je me pose la question, parce que moi, j'ai besoin de cette eau dans ma rivière parce qu'elle a été prélevée sur mon cycle. Et voilà des véritables questions. Enfin, sur la privatisation de la gestion de l'eau, je ne suis plus directeur de la Maison de l'eau, d'accord, je suis un citoyen, hein, c'est-à-dire que mon discours porte sur ce que je suis et pas mon métier. Il est clair que pour moi, la privatisation de la gestion de l'eau, elle me pose un véritable problème quand je vois les conséquences que ça a sur un certain nombre de pays. Par exemple, l'adduction en eau à la ville du Cap fait que les femmes dont les maris ont quitté avec plusieurs enfants vont chercher l'eau dans les flaques d'eau parce qu'elles ne peuvent plus se payer l'eau du robinet. Tout ça parce que, comme l'État n'a pas les moyens, il a fait comme en France, il a donné à des sociétés la possibilité de se substituer pour faire des investissements, etc. etc. Dans mon village, je me suis battu pour le retour en régie de l'eau pour la bonne et simple raison que quand je bois un verre d'eau, eh bien, je vois de l'eau, je vois de l'argent pour les employés communaux, je vois de l'argent pour les réseaux et je ne vois pas d'argent pour des quelconques bénéficiaires autres que mon territoire. Mais ça s'appelle Georges Olivary, ça ne s'appelle pas le directeur. Georges, on est schizophrène hein, dans mon... Ouais. Merci bien. Merci. Moi, je voulais te poser une question et faire aussi une remarque. Peut-être la remarque d'abord et la question après, comme ça tu peux répondre à la question. La remarque, c'est que ce que je trouve super intéressant dans ton intervention comme celle d'Antoine, c'est que très souvent, quand on mène des politiques sur l'environnement,
de préservation des milieux naturels, des espèces, quand on travaille sur les questions de l'eau, c'est perçu par les citoyens, mais aussi les élus, comme des contraintes. Et en fait, vos interventions, elles permettent de redonner du sens, c'est-à-dire qu'on comprend pourquoi il faut faire ça. Et ce n'est pas juste pour enquiquiner le monde avec des contraintes réglementaires, c'est parce qu'il y a une raison derrière. Et je trouve vraiment très pédagogique et super important ce type de présentation qui redonne du sens à notre travail. Merci. Et deuxièmement, la question, c'est que, alors ça, je remonte un peu dans ton intervention, à un moment donné, tu parlais des différents moyens de stocker l'eau. Donc, il y a la neige, il y a les sols, le fait de stocker aussi dans le karst, etc. Tu n'as pas du tout évoqué les zones humides. Et Oui. moi, j'aurais juste bien aimé que tu nous dises juste 2 mots par rapport aux zones humides. Oui, pour moi, le stockage des zones humides est directement lié au fonctionnement des cours d'eau. Hein, c'est-à-dire qu'on peut y voir une ressource en eau. Hein, ça, c'est une donnée forte. Il y a des zones humides tellement importantes qu'elles peuvent abreuver des centaines de milliers de personnes. Mais la gestion de ces zones humides, eh bien, elle est directement liée à un impact des changements climatiques parce que ce sont elles les plus fragiles. Hein. Elles sont généralement des relations avec des nappes d'accompagnement qui sont faibles et qui sont très dépendantes de la pluviométrie. Bien évidemment, je ne parle pas de la Camargue, hein, mais je parle de toutes mes zones humides, de têtes de bassin, par exemple, qui sont, elles, très menacées, entre autres, par la constitution de ressources en eau pour les canons à neige, hein, qui sont toujours dans des dépressions. Voilà, pour moi, c'est des milieux, ce n'est pas des ressources. Ça peut être des ressources, mais à l'échelle de notre territoire, elles interviennent d'une manière relativement neutre dans le cycle de l'eau tel qu'on le voit. On nous parle souvent de ces zones humides comme étant de véritables éponges qui se gonflent et qui nous protègent des inondations et qui ressortent de l'eau et qui nous donnent ça. C'est un cadre général. On n'a pas ce grand type de zones humides sur nos bassins et pour moi, c'est véritablement des milieux. Mais pour revenir à ce que tu disais, on parle beaucoup de cette gestion de l'eau qui est devenue la gestion des milieux avec la directive cadre. C'est bien évidemment pour un patrimoine biologique, et moi, c'est mon métier et c'est ma vie. Et pour moi, il n'y a pas d'autre justification. Hein. Mais derrière, on a tous ces fameux services écosystémiques dont on parle depuis un moment comme des services rendus par la nature. Je ne voudrais pas, alors je suis obligé d'enseigner ça à mes étudiants, mais je ne voudrais pas qu'on reste uniquement sur une vision économique de ce travail qu'on fait pour la nature. Hein. Parce que d'abord, c'est de nous ramener dans un modèle économique dont on voit aujourd'hui les limites qu'il a, que ça m'inquiète toujours quand on est dans un service économique de savoir que comme il n'y a pas toujours tout l'argent pour faire, on va faire des choix. Et comment on va faire des choix entre les abeilles et puis les fourmis, par exemple, hein. Voilà, c'est des questions qui se posent. Et puis surtout, on a quand même quelque part, on est des êtres moraux avec une responsabilité morale, quoi. Voilà. Entre détruire et pas détruire, moi j'ai choisi de ne pas détruire. Pas parce que ça me fait du bien, parce que je me sens un être moral et responsable. Voilà. Après, on est plusieurs à penser que la préservation de la nature, c'est quelque chose de philosophique et c'est équivalent aux droits de l'homme. On doit avoir les droits de la nature comme les droits de l'homme. On n'a pas besoin de les justifier. Ouais, juste, et puis pour compléter, par contre, l'avantage de pas de les quantifier économiquement, parce que j'avoue que là, moi aussi, j'ai des réticences fortes, et de mieux comprendre le rôle qu'a la nature dans tout le fonctionnement de nos sociétés, de nos vies, même de l'agriculture, du fonctionnement des bassins versants. En tout cas, de rapprocher, que les gens se reconnectent un peu à la nature, à son fonctionnement, à notre place dans la nature, à ce qu'elle nous apporte. Et ça, je pense que c'est important. Je pense qu'une grande partie de ce qui arrive aujourd'hui, c'est parce qu'on a oublié ça un peu. On pensait qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Non, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. C'est fragile, il y a des équilibres. Et effectivement, je pense que
il y a beaucoup, beaucoup de pédagogie à avoir sur la nature et pour plus que ça soit juste affilié effectivement à des gentils naturalistes qui aiment bien les petits papillons. Non, l'enjeu est beaucoup, beaucoup plus grand que ça et dépasse quasiment le reste. Et donc, je pense qu'il y a il y a une véritable Georges, monsieur hospitalier qui essaie d'en caser une. Bonjour à tous. Moi, j'ai une question à vous deux, là. On a beaucoup parlé de territoire, mais on n'a pas beaucoup parlé de la grande masse d'eau qui nous touche, c'est la Méditerranée. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'on connaît l'impact de la mer Méditerranée et donc son réchauffement sur les épisodes de sécheresse ou de hausse de température? Parce que certainement, elle a un impact sur les problèmes d'effet Sevenol, quoi. Oui. Qu'on ne connaissait pas il y a quelques décennies, quoi, ou très peu. Oui, ça a un gros impact. En fait, les phénomènes Sevenol, il y a plusieurs variables qui sont en jeu. Il y a la circulation atmosphérique, donc il va y avoir les flux de sud-est qui vont vraiment augmenter ça. Et après, il y a deux autres variables qui sont importantes. C'est la température de la mer, qui ne fait qu'augmenter. Ça, on n'en parle pas assez souvent, mais la température de la mer Méditerranée augmente, donc avec plus d'évaporation. Et la température de l'air. La température de l'air qui augmente, et plus l'air est chaud, plus on peut avoir de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc, plus d'évaporation et plus de capacité d'accueillir la vapeur d'eau. Quand cette vapeur d'eau avec les flux de sud-est vont arriver sur les massifs, qu'elles vont se refroidir, et bien là, on va avoir précipitation d'une quantité d'eau beaucoup plus importante qu'avant. Et effectivement, donc c'est là où ça a vraiment un lien fort, qui est dur à modéliser. Mais par contre, le lien entre changement climatique et épisode Sevenol est clair. Ma question était un peu plus précise. Est-ce qu'on connaît les variations de température de la Méditerranée, mais en surface, mais surtout en profondeur? Parce qu'on avait la mer Méditerranée n'est pas une mer d'une profondeur uniforme. On sait que dans le golfe du Lion, on a des mers, un bassin peu profond, une centaine de mètres à peu près, alors que dans nos côtes plus proches de nos territoires, on a des fosses beaucoup plus profondes, jusqu'à 2500 mètres, voire plus. Et donc, avant, on avait une modération de la température qui était due à la profondeur de l'eau et des courants qui permettaient de maintenir une température moins élevée. Est-ce qu'on connaît la modification de ces courants et la modification de la température de surface ou de la masse d'eau de la Méditerranée qui nous touche plus que la partie du golfe du Lion? En tout cas, les laboratoires, il y a le MIO à Marseille, là, qui est un laboratoire de sonographie qui travaille dessus, qui travaille vraiment sur les courants et sur la température. Moi, ce que je connais comme données, par exemple au Frioul, je sais qu'il y a des températures, il y en a à Villefranche, mais au Frioul, c'est mesuré à 3 niveaux de profondeur. Le plus profond, mais je crois que ça s'arrête à 100 mètres. Je sais qu'il y a d'autres mesures qui sont effectuées, alors je ne les connais pas bien. D'accord. Effectivement, par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que l'augmentation de la température, elle est vraie en surface, mais elle est vraie en profondeur aussi, et de plus en plus. Et ce qui est aussi, c'est qu'il y a des épisodes de canicule sous-marine, et puis aussi une durée beaucoup plus longue. C'est-à-dire que ce qu'on voit, par exemple, cette année, en 2020, la température de la Méditerranée, fin octobre ou en octobre, était à des températures jamais atteintes à cette période-là. Oui. Effectivement, et ça joue fortement, effectivement, dans l'intensité des épisodes. Mais quelque part aussi vient se coller le... Pardon, Georges, j'avais une dernière petite question, après je me tais. Mais je suis toujours dans ta réponse. Hein. Pardon, excuse-moi. De dire l'influence du Mistral, hein, qui est quand même la question que j'avais posée. Très, très fort. Hein, et ce Mistral qui crée des véritables upwelling, hein, c'est-à-dire qu'en poussant l'eau chaude, il fait remonter de l'eau froide, des sels minéraux, etc. Et donc, il est capable localement d'avoir une action très, 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 très importante. Hein. Oui. Et la question, moi j'ai une supposition, mais je vous la pose, c'est que si on connaît des périodes de sécheresse et notamment des hausses de température sur le bassin lyonnais, hein, donc globalement sur le point de départ de ce vent terrible qui est le Mistral pour la Provence, est-ce qu'on aura, et parce qu'on a des effets de température élevée sur la Méditerranée, c'est un tapis roulant, hein, le Mistral, hein, donc puisqu'on a des courants froids en amont, le Jura, et on a des courants chauds, ils descendent la vallée du Rhône.
est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une atténuation des effets du Mistral en favorisant les retours d'Est, hein, comme on appelle, notamment l'influence des vents de sud-sud-est qui risquent d'amener un peu plus de pluie que ce qu'on a connu par le passé? Est-ce que c'est une question qu'on doit avoir à l'esprit ou pas? Je pense que la difficulté, c'est d'intégrer le Mistral dans les problématiques des changements climatiques. Hein. Les vents, c'est une véritable point d'interrogation à l'heure actuelle. D'accord. Ils sont directement liés à la circulation atmosphérique et la relation entre circulation atmosphérique, qui est liée aussi au courant océanique, à plein de choses, et aux variations de température, elles sont très difficiles à modéliser et à prévoir avec le changement climatique. Ça s'affine de plus en plus, mais ça reste très, très, très compliqué. Il y a des phénomènes, on parle les oscillations nord-atlantiques, il y a pas mal de choses où on peut rester bloqué dans des systèmes pendant longtemps, puis ça peut changer encore complètement pendant quelques années. Ça, c'est très compliqué à appréhender. Donc ça fait partie presque de la météorologie, en tout cas, j'allais dire, ça fait partie des incertitudes, des choses qui ont pour évoluer. En question, est-ce que vous avez des données en termes de quantification sur le vent? Météo France, en termes de jours, de puissance, de durée, enfin… Oui, il y a des données. Météo France en a, c'est mesuré à Marignane. On ne voit pas de tendance. Il n'y a pas de tendance. On ne voit pas de tendance. Il y a des variations. On ne voit pas de tendance claire. Et au quand bien même, on verrait des tendances, un peu comme sur les sécheresses, on aurait beaucoup, beaucoup de mal à les attribuer au changement climatique. Donc, quelquefois, il y a des observations. Après, ce qui est dur, c'est de les attribuer au changement climatique ou pas. Et ça reste compliqué. D'accord. Ça reste le problème du climat méditerranéen, de cette extraordinaire variabilité, quoi. C'est ça. Oui, tout à fait. Bon, messieurs, je vais être obligée de couper cet échange très riche, mais désolé. Dommage, hein. On arrive, mais après, bon, s'il y en a qui veulent faire un petit peu de rap, ils pourront, mais comme on s'était promis de tenir les délais pour pas trop empiéter sur le reste de votre soirée. Donc, je voulais juste quand même vous rappeler les ateliers de samedi avant de se quitter. Donc, je vais les remettre à l'écran pour vous les redonner. Donc, vous connaissez le principe maintenant. Donc, on a 3 ateliers samedi qui nous permettront de vraiment passer à un stade plutôt de proposition. Donc, un premier atelier, on va parler plutôt justement des questions de résilience des milieux naturels, des patrimoines naturels face au changement climatique. Un deuxième atelier où on va s'intéresser un peu plus aux questions liées à l'agriculture et au pastoralisme. Et un troisième atelier où on va travailler sur la notion d'autonomie, de sobriété, donc qu'on a commencé à aborder aujourd'hui, notamment avec les interventions d'Antoine et de Dominique. Donc, vous retrouverez l'ensemble des éléments qu'on a présentés aujourd'hui sur le site internet du parc. N'hésitez pas à retourner les voir et vous avez même plein d'autres ressources qui sont en ligne qui peuvent venir compléter les interventions d'aujourd'hui. Et puis voilà, comme d'habitude, avant de se quitter, pour ceux qui le souhaitent, on peut peut-être faire une petite séquence photo si vous voulez rallumer votre caméra. Et puis,